Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je suis Marie Ballarini et je suis ravie d'introduire cette deuxième rencontre muséo s'inspirer de l'économie circulaire pour monter son exposition du cycle relatif au musée à l'heure de l'urgence environnementale. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, l'association Métis, c'est une association de valorisation de la recherche en muséologie dont la mission est entre autres de faire se rencontrer les professionnels, les étudiants et les chercheurs du secteur muséal, en d'autres termes, de constituer un pont afin de faciliter la circulation des savoirs. Au-delà de l'organisation d'événements, l'association publie régulièrement des ressources en lien avec les thématiques des rencontres, mais également en lien avec l'actualité du secteur. Vous retrouverez notamment les captations et les comptes rendus détaillés sur le site internet metislab.com, dont je vous ai mis le lien dans le petit onglet conversation. Par ailleurs, nous remercions la DRAC Île-de-France et le département de la politique des publics du ministère de la Culture, que nous remercions pour leur soutien. Et avant de passer la parole à Julie Bott, co-commissaire du cycle, petit moment logistique. Donc je vous informe que vous pouvez poser vos questions pour le temps d'échange situé à la fin de la rencontre, donc après les 3 interventions, grâce à l'onglet discussion ou converser en fonction de la version que vous avez. Et vous pourrez donc poser vos questions directement au moment de la rencontre, au moment des questions à l'oral si vous le souhaitez. Il faudra demander la parole et on vous donnera accès à votre micro. S'il vous plaît, ne pas utiliser le petit bouton Q&A qui est aussi accessible, qu'on va réserver aux problèmes techniques, juste parce que cette possibilité-là, il n'y a que les panélistes qui voient vos questions et pas le reste des participants. Et donc l'idée, c'est de communiquer tous ensemble sur cet onglet Converser. Je passe à présent la parole à Julie Bott et je vous souhaite une très bonne rencontre. Merci beaucoup Marie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre participation. Donc je suis ravie d'introduire aujourd'hui la deuxième rencontre du cycle Les musées à l'heure de l'urgence environnementale que l'association Métis a organisé en collaboration avec deux commissaires invités. Donc Diane Drubet, qui est la fondatrice de We Are Museums, et Laurence Perria, qui est la cofondatrice du collectif Les Augures. Alors, je vais peut-être commencer par laisser la parole à Diane pour présenter en quelques mots la thématique du cycle. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour présenter en 2 mots le thème de la séance, présenter les 3 intervenantes qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui et ensuite, sans plus tarder, leur laisser la parole pour développer leurs propos. Donc, je te laisse, Diane, présenter le thème du cycle. Merci beaucoup. Merci Julie, merci à tous d'être ici, merci à l'association Métis de m'avoir invitée à être le commissaire de ce programme en bonne compagnie de Laurence Perria du collectif Les Augures. On sait à quel point le secteur culturel et muséal a besoin de ces moments d'échange d'expérience, a besoin de ces discussions ouvertes, a besoin de ces retours. Donc c'est fondamental le travail qui est mis en place et bravo encore. Donc voilà, ce programme en 3 étapes, il essaie en fait de comprendre quels sont les grands challenges environnementaux auxquels font face les musées. C'est des challenges qui sont de plus en plus complexes. On parle de transformation d'organisation, de manière de penser, de manière de faire, de manière d'être. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est de plus en plus urgent. Et si nous voulons que les musées trouvent leur place dans le futur et qu'ils continuent à être importants pour les générations de demain, il y a des changements structurels et systémiques qui doivent être mis en place. Donc après avoir discuté comment les musées peuvent commencer à s'engager pour la planète le mois dernier, nous aborderons ce soir différents modèles d'exposition temporaire éco-conçus. Et enfin, le mois prochain, pour finir ce cycle, nous évoquerons comment la nature et ses 3,8 millions d'années de recherche et développement peuvent nous inspirer à agir et à penser en symbiose. Ce soir, on a la chance d'avoir des panélistes avec un E. Donc, merci encore
à Métis pour cette invitation et merci à Alice, Sylvie, Mélanie de nous rejoindre ce soir. Julie, je vous laisse la parole. Vous êtes experte dans l'animation de ces sessions et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Un grand merci Diane et merci à Laurence aussi, hein, qu'on ne voit pas, mais merci à tous les deux pour votre investissement dans ce cycle. Donc la rencontre d'aujourd'hui s'intitule S'inspirer de l'économie circulaire pour monter son exposition. Donc on va réfléchir ensemble donc aux différentes manières de réduire l'impact environnemental des musées, de réfléchir au coût environnemental des expositions temporaires et aux différentes manières d'éco-concevoir ces expositions. Donc nous sommes ravis d'accueillir pour en discuter donc nos trois intervenantes. Donc tout d'abord Alice Bonneau, qui est commissaire d'exposition indépendante et qui est la fondatrice de la résidence d'art durable Villa Villa à Lisbonne, et donc qui nous parle depuis Lisbonne ce soir. Mélanie Estève, qui est coordinatrice du projet scientifique et culturel du Palais des Beaux-Arts de Lille, et Sylvie Bétard, qui est donc la cofondatrice du collectif Les Augures, mais qui a aussi cofondé la Réserve des Arts et fondé l'Upcyclerie et la Petite Papeterie Française. Donc, pour vous annoncer en quelques mots la manière dont on structurera cette rencontre, donc, je vais laisser la parole pendant 15 minutes à chacune de nos intervenantes pour que chacune d'entre elles puisse présenter un peu en détail ses projets spécifiques. Ensuite, on aura 20 minutes d'échange entre les trois intervenantes. Donc plutôt sous la forme d'une table ronde où elles pourront échanger entre elles et discuter autour de thématiques communes qui auront émergé au fil de leurs interventions. Et enfin, on terminera la séance par 40 minutes qui vont être centrées autour des questions du public. Donc on vous invite chaleureusement à poser toutes vos questions au fur et à mesure de la rencontre. Donc, vous pouvez les poser dans la discussion. Et donc, avec Marie, on se chargera de noter ces différentes questions et de les transmettre aux intervenantes après. Ou alors, comme vous le disiez, Marie, vous pouvez aussi demander à intervenir en direct pendant ce temps d'échange si vous voulez poser une question directement aux intervenantes. Voilà, alors je vais sans plus tarder laisser la parole à Alice Bonneau pour nous présenter tous ces projets incroyables autour de Villa Villa, mais aussi d'autres choses. Et voilà, donc au plaisir de t'écouter Alice et merci beaucoup d'être présente avec nous ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Alors attendez, je vais juste partager mon écran un instant. Pardon. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Merci Diane pour cette invitation à participer à cette rencontre organisée par l'association Métis sur le thème de s'inspirer de l'économie circulaire pour monter son exposition. Alors, je suis très ravie de participer à cette discussion, à cet échange, aux côtés de Sylvie et de Mélanie. Pour ma part, comme l'a indiqué Julie, je suis commissaire d'exposition indépendante et fondatrice de la résidence d'art durable Villa Villa. Mon travail porte essentiellement sur des thématiques sociétales et environnementales et je m'intéresse aux différentes manières d'intégrer des éléments liés à la circularité, à la durabilité environnementale et même à certains principes de permaculture pour pouvoir concevoir des expositions temporaires soucieuses de l'environnement. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience, mes recherches dans l'organisation d'expositions temporaires d'art contemporain, puisque c'est ce sur quoi je travaille, visant à avoir un impact environnemental bas, que l'on pourrait aussi qualifier d'exposition circulaire. Je vais vous présenter en fait la méthode que je m'applique à suivre afin de réduire au maximum l'empreinte carbone des expositions que j'organise.
Je vous parlerai également brièvement du programme de résidence d'art durable Villa Villa que j'ai récemment fondé et qui a pour but de faciliter la recherche, la production et la présentation de pratiques artistiques en dehors du contexte urbain, puisque la résidence aura lieu dans une ferme dans la campagne de Lisbonne. Donc, il y a un peu plus de 2 ans, quand j'ai quitté Londres pour m'installer à Lisbonne, passant d'un rythme de vie très frénétique à un rythme beaucoup plus lent, j'ai souhaité prendre le temps de reconsidérer ma pratique de commissaire d'exposition et de réfléchir aux différentes manières de réduire l'impact environnemental lié à l'organisation d'expositions temporaires. Et c'est vrai que quand on commence à se poser ce genre de questions, surtout il y a quelques années quand ces manières de penser n'étaient pas aussi présentes, aussi visibles en tout cas qu'elles le sont actuellement, la tâche paraissait assez intimidante. C'est pour cette raison que j'ai voulu suivre une approche très pratique et j'en suis venue à créer ma propre méthode de travail visant à mieux comprendre les enjeux environnementaux liés au commissariat d'exposition, à mesurer les impacts directs et indirects que cette pratique peut avoir sur l'environnement et enfin, d'identifier quels leviers peuvent être utilisés pour pouvoir réduire cette empreinte. J'ai donc commencé par, dans un premier temps, faire une liste des étapes nécessaires à la mise en place d'une exposition, vraiment de A à Z, sur une liste très exhaustive. Puis j'ai identifié les étapes qui ont un impact négatif sur l'environnement. Donc je les ai classées par la suite en fonction de leur niveau d'émission de CO2, du plus élevé au plus bas, afin de pouvoir prioriser en quelque sorte les étapes à reconsidérer en premier, à repenser. Et enfin, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux réduire ces émissions et est-ce qu'il existe des alternatives plus écologiques à ma façon de travailler? Donc, ces différentes étapes-là, nécessaires à la création d'une exposition, que j'ai voulu analyser l'une après l'autre, sont les suivantes. D'abord, le choix du concept d'exposition, le choix du ou des artistes et le choix du lieu d'exposition. Vient ensuite la production des œuvres, puisque dans mon cas, en tout cas, travaillant avec des artistes vivants, cela implique souvent de créer, produire de nouvelles pièces. Puis vient la communication et la promotion du projet, à la fois physique et digital, le transport des œuvres et des participants, et dans certains cas, l'itinérance de l'exposition. Puis vient l'installation et après, bien sûr, le vernissage, l'ouverture de l'exposition et tout son suivi. Donc aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail du contenu de chacune de ces étapes et d'expliquer comment travailler de manière circulaire pour chacune d'entre elles. Mais j'ai quand même sélectionné quelques points qui me paraissent importants de mentionner aujourd'hui. Vous allez voir, c'est surtout sur la première étape. Et je vais essayer de brièvement illustrer mon propos de quelques exemples concrets. Donc, durant cette première étape de conception d'exposition, là où les commissaires se posent en général la question: quel sera le thème ou les thèmes de l'exposition? Quels artistes seront présentés? Où est-ce que l'exposition aura lieu et pendant combien de temps? Et c'est vrai que ces décisions-là sont très importantes dans une exposition circulaire car bien qu'elles se posent en fait au tout début du processus de planification d'une exposition, au tout début du moment où on pense une exposition, en fait ces questions auront un impact majeur sur tout le processus de planification d'une exposition et en fait sur l'empreinte carbone globale du projet. Donc c'est important de se poser les questions en amont pour avoir vraiment le temps de tout planifier et de pouvoir choisir des solutions plus écologiques. Par exemple, si on regarde par rapport au concept et aux thèmes abordés, en fait, il y a une différence à noter entre une exposition qui aborde des enjeux liés à la crise climatique et à la préservation de l'environnement et une exposition dite circulaire, ou aussi appelée écologiquement durable, puisque une exposition qui aborde des enjeux liés à la crise climatique n'est pas automatiquement respectueuse de l'environnement, et une exposition respectueuse de l'environnement n'aborde pas obligatoirement ces enjeux. Elle peut au contraire aborder tout autre type de thème. Et c'est ça, en fait, ce que je trouve être la beauté d'une exposition circulaire, c'est qu'elles sont vraiment inclusives. Elles ne nécessitent pas d'abandonner les centres d'intérêt artistiques, curatoriales. Au contraire, je pense qu'elles peuvent vraiment inclure tout type d'exposition et conserver cette richesse et diversité dans le type d'exposition qui sont aujourd'hui en manière d'être présentées. Mais bon, quand même, je trouve ça important de mentionner et en fait d'insister sur la différence entre une exposition qui aborde la crise climatique et une exposition qui est écologiquement durable,
car on a tous en tête, toutes et tous en tête, des expositions qui évoquent les répercussions que peuvent avoir le changement climatique sur nos vies, mais qui au fond y participaient, que ce soit dans la production, le transport ou la maintenance des œuvres. En ce qui concerne le choix des artistes, en fait, ce qui va venir impacter l'empreinte totale de l'exposition, en tout cas à ce niveau-là dans cette première étape, c'est la distance entre le lieu d'exposition et le lieu où se trouvent les artistes, ou le lieu où se trouvent les œuvres, dans le cas où les œuvres ne sont pas conservées dans l'atelier de l'artiste, mais sont soit dans sa galerie, chez un collectionneur, dans une collection publique ou privée. Puisque le transport des œuvres et des participants est l'étape qui pollue le plus en général, il est important d'anticiper cette potentielle source de CO2 et de privilégier des distances courtes ou qui ne nécessitent pas de transport aérien. Je pense qu'il est aussi important de privilégier de travailler avec un petit nombre d'artistes, que ce soit sur une exposition personnelle ou une exposition collective, mais avec seulement quelques artistes, toujours en circuit court. Donc, comme je disais, proximité des œuvres, des artistes et du lieu d'exposition, plutôt que, comme on peut le voir couramment, des expositions collectives avec 10, 15 artistes venus éparpillés un petit peu partout dans le monde et sans vraiment aucun moyen de maximiser ou de mutualiser les transports. À moins que, et c'est là où je vais vous partager un exemple, à moins qu'il existe la possibilité d'utiliser un moyen de transport écologique. Donc dans ce cas-là, au lieu de garder un circuit très court sur la distance entre ces trois points-là, on peut envisager une exposition à échelle internationale, mais dans ce cas-là, utiliser et privilégier un transport écologique. Donc par exemple, je travaille actuellement sur une exposition dans le cadre de la saison croisée entre la France et le Portugal, organisée par l'Institut français pour 2022. L'exposition s'intitule Chasseurs de tempêtes et je présente en fait le travail de 4 artistes français et portugais. L'exposition se penche sur les impacts de l'activité humaine sur les habitats naturels marins et côtiers et on se concentre sur d'autres enjeux écologiques et questions post-humanistes pour discuter de l'interdépendance des injustices climatiques, sociales et culturelles. L'exposition aura lieu dans 2 villes portuaires, au Centre d'art contemporain Passerelle à Brest pendant 3 mois et à Porta Tres Tres sur l'île de Madère pendant 2 mois et demi, 3 mois. Pour cette exposition, suite au dernier slide que je vous ai montré, donc j'ai décidé de réduire par 2 en fait, le nombre d'artistes avec lesquels j'ai l'habitude de travailler sur une exposition collective, passant de 8 à 4. En général, c'est vrai que sur les 10 à 20 expositions précédentes que j'ai fait avec plusieurs artistes, j'avais tendance à inviter autour de 8 artistes, ce qui n'était pas non plus excessif, mais ce qui me permettait de concevoir une exposition comme une discussion, un dialogue entre autant d'artistes. Mais j'ai de manière consciente décidé de réduire par 2 ce nombre, donc de travailler avec 2 artistes françaises et 2 artistes portugais. Dans le cas de l'exposition, le transport des œuvres se fera par voilier, avec une équipe qui s'appelle New Down Traders, et avec ce très beau bateau, The Gallant, que l'on peut voir ici. Donc le transport des œuvres, dans ce cas-là, se fera par voilier, qui nécessite seulement une source d'énergie naturelle, inépuisable, qui est le vent. En ce qui concerne le transport des artistes, pour le volet à Brest, les 2 artistes françaises, Rebecca Brader et Josefa Ntejam, prendront le train, venant respectivement de Marseille et de Saint-Étienne. Les 2 autres artistes portugais, Paolo Ariano et Pedro Valdés Cardoso, et moi-même, iront soit sur le bateau, avec les œuvres, si le budget nous le permet, c'est à confirmer, soit nous ferons un genre de covoiturage, partage de voitures entre nous 3, afin de mutualiser notre déplacement et de ne pas prendre l'avion. Quant au volet à Madère, là, ni moi ni les artistes ne feront de déplacement. Nous avons décidé que les œuvres voyageront toujours par voilier, mais que personne ne se rendra sur place. J'aiderai à distance l'équipe pour pouvoir monter l'exposition, puisque nous avons décidé que cette exposition, parlant de la préservation des régions côtières et utilisant un moyen de transport qui est le voilier, visait à avoir un impact environnemental très bas sur cette exposition. Donc voilà en quelques mots les grandes décisions qui ont été prises sur cette première étape dont je vous parle. Moins d'artistes, un transport écologique des œuvres, un transport non aérien des participants. Et là, j'anticipe sur mon prochain slide qui est la réutilisation d'œuvres existantes aux côtés d'œuvres nouvelles, puisque effectivement, pour une exposition circulaire, on peut penser à la manière de recycler des œuvres, en fait, voire même recycler des expositions.
dans le cadre d'une exposition itinérante. Et donc pour ce projet-là, j'ai décidé d'inviter les artistes à représenter des pièces qui avaient déjà été présentées sur le territoire, voire même plusieurs fois, mais de les inviter à créer une nouvelle pièce seulement pour le bien de l'exposition. On travaille avec des lieux soucieux de leur impact, Porta Três Três à Madère et Passerelle à Brest. Et en parallèle de l'exposition, on va aussi organiser une série de conférences et d'ateliers de médiation visant à promouvoir des initiatives et des actions respectueuses des habitats marins. Je fais vite parce que je vois que le temps passe. J'espère que je ne vais pas trop vite quand même. Donc, pour revenir à la première étape qui était... on a déjà choisi le thème de l'exposition. On a sélectionné les artistes. L'étape suivante consiste à trouver un lieu pour accueillir l'exposition. Alors, bien sûr, là, je parle de sous-étapes, mais qui peuvent s'intervertir dans le sens où peut-être qu'un projet d'exposition va commencer par une invitation, par un lieu. Mais bon, voilà, dans tous les cas, le choix du lieu d'exposition est très important, puisque si on pense exposition circulaire, on se doit de travailler avec un lieu qui respecte les politiques environnementales ou qui est dans le processus de le faire, que ce soit dans la gestion de l'énergie du bâtiment, des lieux d'exposition, des lieux de stockage, de la gestion du restaurant, des événements, des politiques de mécénat, etc., etc. Enfin, il est nécessaire d'organiser, à mon sens, moins d'expositions, mais de plus longue durée, comme nous le faisons avec Chasseurs de tempêtes, qui dure 3 mois dans chaque pays, ce qui pour moi est vraiment la durée idéale, au minimum, 3 mois. Enfin, un autre point qui me semble important de mentionner quand on s'intéresse à l'organisation d'expositions circulaires, c'est la production des œuvres présentées. Mais c'est aussi, de manière plus générale, de manière plus globale, c'est la pratique des artistes et leur impact sur l'environnement. Donc, dans la sélection du contenu de l'exposition, un ou une commissaire peut décider de présenter soit des œuvres nouvelles, c'est-à-dire tout récemment produites par l'artiste ou bien commandées pour le bien de l'exposition, soit des œuvres existantes qui peuvent être la propriété de l'artiste, qui peuvent faire l'objet d'un prêt à une tierce partie ou bien encore faire partie de la collection existante du lieu. Et donc, dans ce cas-là, ça nous ramène à, comme on l'a déjà vu, la distance entre les œuvres, le lieu d'exposition et les artistes participants. Et dans le cas où un lieu a une collection, là, on est vraiment dans le summum du circuit court, où effectivement, on reste vraiment dans le même bâtiment et il n'y a pas besoin d'un apport extérieur d'œuvres. Ce qu'il faut aussi noter, c'est la différence qui existe entre la toxicité, l'émission de CO2 et la production de déchets qui peut être associée aux pratiques des artistes dans le choix des matériaux ou dans les techniques de production. Et à ce sujet, avec le programme de résidence Villa Villa que Julie a mentionné, nous nous sommes intéressés aux motivations et aux barrières auxquelles les artistes peuvent être confrontés lorsqu'ils cherchent à réduire l'impact environnemental de leurs pratiques à l'atelier. Donc à l'atelier, c'est-à-dire à la fois dans la période de recherche et de production. Pour cela, nous avons partagé une enquête, donc vous pouvez voir un petit morceau à droite, sous la forme d'un questionnaire en ligne. Et en 3 semaines, plus de 130 artistes ont pris le temps d'y répondre. Et donc actuellement, nous sommes en train d'analyser les résultats pour pouvoir produire un rapport de synthèse. L'idée étant de produire à la suite de ce rapport un guide pratique pour aider les artistes à réduire l'impact environnemental de leurs pratiques à l'atelier et donc de leur proposer un document de travail à télécharger gratuitement sur le site de la résidence pour les aider et les accompagner sur le chemin de la durabilité. Je vois qu'il me reste 1 minute pour pouvoir parler de Villa Villa en quelques mots. Donc Villa Villa, c'est un site d'échange culturel et de durabilité contemporaine. Par site, je veux dire un lieu physique, un espace. Je vous invite à lire le manifeste que l'on a écrit sur le site villavilla.co si vous voulez en savoir plus sur une définition de ce qu'est la durabilité contemporaine. Nous avons 3 programmes au sein de ce projet. Un programme de résidence qui aura lieu dans un corps de ferme dans la campagne de Lisbonne et qui sera ouvert aux artistes, aux commissaires d'exposition, aux chercheurs. Pour le moment, comme nous sommes toujours en recherche de lieux, nous nous concentrons sur nos programmes d'événements en ligne et plus tard en présentiel. Donc, nous organisons des conférences, des ateliers et d'autres types de rencontres ouvertes au public. Et sur la partie digitale, nous souhaitons créer à terme une page ressources sur le site internet pour que les artistes et autres professionnels de l'art aient accès à tout le matériel et toutes les informations nécessaires afin de se lancer dans la transition écologique, chacun à son niveau.
Et enfin, pour finir, nous avons un programme de recherche culinaire, car au sein de la ferme, nous souhaiterons avoir un potager suivant les principes de permaculture, un verger, des poules et autres petits animaux de la ferme, afin de cultiver nos propres ressources dans le but de promouvoir non seulement des pratiques artistiques plus respectueuses de l'environnement, mais également un mode de vie circulaire et plus en lien avec la nature et les rythmes plus lents qu'elle offre. Donc nous souhaitons, dans ce sens-là, inviter aussi des chefs et autres passionnés de cuisine pour pouvoir expérimenter de nouvelles recettes en utilisant les produits issus de l'agriculture biologique sur place à Villa Villa ou d'autres produits locaux et de saison, puisqu'on aura une cuisine en extérieur, des fours à pain, des fours solaires et plein d'autres choses comme ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Alice. On aura l'occasion d'en discuter un petit peu lors de la table ronde entre vous trois et puis avec les questions du public. Donc je profite juste de cette petite aparté avant de laisser la parole à Mélanie pour donc réinviter le public. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet donc converser et on transmettra vos questions aux intervenantes à la fin, au moment de la discussion. Où vous avez la possibilité aussi d'intervenir à la fin, pendant ce temps d'échange, d'intervenir en direct. Alors, donc je vais partager mon écran pour mettre la présentation de Mélanie. Et donc, dès que ce sera fait, je te le laisse. Voilà, j'espère que ça te convient, Mélanie, c'est bien en Oui. pleine. Parfait. Merci Julie, c'est parfait. Bonsoir à toutes et à tous et merci à Laurence, Diane et Julie de m'avoir invitée à témoigner dans ce cycle de rencontres. Je suis très heureuse de pouvoir témoigner de l'expérience du Palais des Beaux-Arts de Lille et qui plus est aux côtés d'Alice et Sylvie. Voilà, les engagements sont vraiment très nourrissant et très, très enrichissant. Peut-être que je vais commencer par rappeler en 2 mots ce qu'est le Palais des Beaux-Arts de Lille pour l'ensemble de l'audience. Alors, le Musée des Beaux-Arts, c'est un musée municipal, le musée de France, qui est installé au cœur de la ville dans un bâtiment qui date de la fin du 19e siècle, qui a une moyenne de visiteurs d'environ 300 000 par an, dont depuis quelques années environ 45% de primo-visiteurs et avec des fréquentations pour nos expositions temporaires qui tournent entre 70 000 et 120 000 visiteurs. Alors, en matière de développement durable, notre action s'intègre dans la démarche de la ville de Lille, puisque nous sommes musée municipal. Ville de Lille qui s'est engagée de manière volontariste depuis plusieurs années déjà en la matière. Je vous donne juste quelques éléments clés. Un agenda 21 de la culture en 2004, une candidature au label Capitale verte européenne en 2019 et pour l'avenir, des objectifs de culture durable en 2024 et de neutralité carbone en 2050. Donc, nous avons un contexte propice qui nous permet de développer en matière de développement durable une démarche intégrée, volontariste, que l'on a développée dans notre PSC 2017-2027. On a en effet décidé d'inscrire l'intégration progressive des enjeux et des pratiques de développement durable dans la gestion et dans les activités du musée. On s'est lancé dans l'opération il y a 2 ans. On a lancé un état des lieux de nos pratiques, de nos comportements. Et une fois ce travail achevé, on s'est fixé des champs d'action que vous voyez répertoriés sur l'écran, qui nous permettent de développer une stratégie de mise en durabilité du musée. Donc, ça vise à repenser nos activités, mais aussi notre fonctionnement en liant toujours une approche écologique et une approche sociale et sociétale. Donc, c'est des chantiers qui se mettent en œuvre de manière intégrée, parce qu'elle s'appuie sur l'implication de l'ensemble des services du musée et sur un réseau croissant d'acteurs et de partenaires que l'on sensibilise et qui s'engagent à nos côtés. Alors, je citerai que quelques chantiers que vous voyez incarnés à travers ces quatre pictos. Il s'agit de réduire évidemment l'empreinte énergétique de notre bâtiment, de gérer plus durablement nos collections, de prioriser l'accueil et le confort du public en développant des médiations plus inclusives, plus universelles, de contribuer à une éducation à l'environnement à travers l'art et les artistes. Et donc, je rejoins notamment ce que disait Alice il y a quelques minutes. Alors, slide suivante. Au cœur de ces questionnements, celui qui était lié aux expositions temporaires s'est révélé être un chantier fondamental. Évidemment, chez nous, professionnels des musées, mais aussi chez les publics, les expositions temporaires, ça définit un peu ce qu'est un musée, ça fait partie de son ADN. Et pourtant, elles sont pleines de contradictions. Julie en a parlé en amont, Diane l'a souligné aussi.
On mobilise beaucoup de moyens humains, on mobilise beaucoup de moyens financiers, on a un impact environnemental qui peut être très important dès lors qu'on mobilise de nombreux transports d'œuvres en avion. On mobilise aussi des constructions de scénographie qui peuvent s'avérer spectaculaires et dont une majeure partie n'est pas toujours recyclée ou réemployée. Donc, on avait maille à partir avec ce sujet qui était une réelle problématique pour nous. Et on l'a tous vu, la crise que nous venons de traverser et dont on n'est pas encore totalement sorti a été l'occasion d'une grande introspection et d'une vraie remise en cause de ce sujet-là dans le monde muséal. Alors, il y a quelques années déjà, bien avant la crise finalement, le musée s'était confronté à cette question en conscience et avait déjà fait le choix de faire évoluer ses pratiques. On avait pris le parti notamment d'un acte fort qui était de ne plus faire qu'une seule grande exposition tous les 2 ans. Vous voyez que sur l'axe chronologique, les expositions qui sont en haut s'espacent au fil des années. Et en revanche, on proposait chaque année une carte blanche autour de nos collections permanentes. On voulait se recentrer sur nos collections. Donc, carte blanche que l'on proposait à chaque printemps à une personnalité ou à un genre artistique. La première édition, vous voyez, commence par R. On continue cette année en ouvrant dans quelques jours la carte blanche à François Bouc, qui est un illustrateur de bande dessinée, en étant passé entre-temps par Donald, les séries télé, Zep ou la musique. Voilà donc en gros cet acte fort qui était déjà de réduire le nombre d'expositions temporaires et par ailleurs, comme beaucoup d'autres musées le font, et le faisaient et le font encore, le musée avait pris l'habitude de réaliser autant que faire se peut, enfin de réutiliser autant que faire se peut ces scénographies pour au moins 2 expositions. Mais finalement, jusque-là, pour nous, c'était plus du pragmatisme, plus un acte consciencieux qu'une vraie méthodologie formelle et anticipée. Donc, j'en arrive à la slide suivante, qui fait que le projet Expérience Goya, qui est l'exposition que nous allons ouvrir à l'automne prochain, s'inscrit dans cette dynamique générale que je viens de vous exposer. Mais ce projet va constituer un jalon assez symbolique pour nous. Je pense qu'on peut même dire qu'il va y avoir un avant et un après Goya au Palais des Beaux-Arts de Lille parce que c'est notre modèle d'exposition qui jusque-là était plutôt confortable et éprouvé que l'on a voulu re-questionner dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme, avec la volonté de répondre à une double ambition. Celle d'offrir d'abord aux visiteurs une nouvelle voie pour rencontrer, pour contempler, pour s'approprier l'art, et celle ensuite de mieux maîtriser notre projet pour en réduire l'impact. Alors, la première ambition, renouveler le modèle d'expo, pour nous, ça voulait dire l'interroger sur le fond, questionner ses intentions, questionner son sens. Et on s'est appuyé sur le vœu d'Umberto Eco, qui écrivait « jouir d'un seul tableau » pour en comprendre tous les aspects. Donc, pour développer ce procédé d'exposition, là, le musée va essayer de réaliser ce défi, alors en s'appuyant non pas sur un seul tableau, mais sur 2 en réalité, les jeunes et les vieilles de Goya, qui sont 2 chefs-d'œuvre du peintre espagnol que l'on conserve et qui comptent parmi les icônes du musée. Donc, c'est autour d'elle que l'on a composé une exposition comme un véritable parcours, comme une enquête, qui vont progressivement immerger le visiteur dans l'époque de Goya, en le confrontant à une quarantaine d'œuvres de l'artiste, à des projections, à des ambiances sonores, à des reconstitutions numériques. Une expo qui va aussi livrer des informations scientifiques sur ces 2 chefs-d'œuvre, des informations historiques et esthétiques via la présentation d'œuvres anciennes et contemporaines pour que le visiteur se confronte à Goya, à sa postérité, avant qu'il ne soit confronté dans un face-à-face aux 2 chefs-d'œuvre qui vont conclure le parcours, qui seront dans une salle décadrée avec un éclairage dynamique. Et dernière salle, dernière impression du parcours, le visiteur sera amené à laisser libre cours à ses émotions et à son interprétation de ces 2 chefs-d'œuvre en réunissant l'ensemble des informations qu'il aura collectées à travers son parcours. Voilà sur le fond. Deuxième ambition, pour nous, renouveler le modèle d'exposition, ça passait évidemment par une remise à plat de sa forme, des méthodes de travail, des automatismes de conception qu'on avait acquis depuis de nombreuses années. Et donc, on a systématiquement interrogé la notion d'impact dans toutes les chaînes de conception et de production de l'exposition. Et donc, ce qu'on a fait résonne particulièrement avec ce que vient d'exposer Alice. Et au fond, un peu comme Alice, on a appris à réfléchir et à construire autrement, et c'est ce que je décrirai par la suite. Donc, vous voyez, double ambition pour un double impact, un impact social d'abord. Vous l'aurez compris, c'est fondamental pour le musée comme pour l'ensemble des musées. C'est d'abord pouvoir renouveler aussi la manière dont on s'adresse au public et puis évidemment l'impact environnemental qui est le sujet de ces rencontres. Alors, avant d'aborder la slide suivante, je vais
pour achever la fiche d'identité de cette exposition, je voudrais quand même évoquer les chevilles ouvrières de ce projet qui travaillent à nos côtés à rendre cette exposition la plus responsable possible. D'abord, c'est la RMNGP, avec laquelle nous coproduisons depuis plusieurs années de nombreuses expositions. Et la RMN a tout de suite suivi le souhait de Bruno Girgaud et du musée de mettre en œuvre cette alternative singulière et ambitieuse au modèle connu de l'exposition qu'on produisait jusqu'à présent. C'est aussi l'atelier Maciek-Fischer, l'atelier MF, qui conçoit la scénographie de l'exposition avec nous et avec un groupement, et que le musée a choisi à l'aune de son engagement en matière de développement durable. C'est-à-dire que dans la publication du marché, la consultation qu'on avait lancée pour choisir le groupement de scénographes, on avait décidé d'attribuer 12 points sur 70 pour les mesures qui veilleraient à améliorer l'empreinte écologique de la scénographie. Et c'est ce qui a permis de distinguer l'atelier MF. Je citais également l'agence Atemia qui nous a rejoint en cours de projet, une agence qui avait travaillé auprès du musée du Quai Branly par le passé et qui aujourd'hui officie essentiellement dans le monde du tourisme. Et donc Atemia nous accompagne via un contrat de prestation dans la dimension de l'éco-conception matérielle du projet, dans la formalisation de nos méthodes de travail et dans la préparation d'un rapport d'impact de l'exposition. Donc, au fond, autour de nous, c'est vrai, une vraie communauté de travail qui s'est mise en place, qui est nourrissante, et une communauté qui est finalement assez indispensable parce qu'on ne pouvait pas s'engager dans une telle démarche seule. Même si beaucoup d'expériences existent, il fallait qu'on soit accompagné, qu'on soit soutenu et que la complémentarité de ces interlocuteurs nous permette de nous confronter au maximum à tous les aspects d'éco-responsabilité d'une exposition, à la fois ses enjeux, qu'on puisse identifier les marges de progrès et comme les difficultés à surmonter. Donc là, je vais aborder la slide suivante pour rentrer dans le concret et donc rattacher mon thème au propos de la rencontre. Je vais aborder les principes qu'on s'est appliqués depuis le début du projet et auxquels on se confronte alors avec une réelle humilité dans le but de faire une exposition qui aura l'impact le moins important en faisant des choix en conscience et en essayant d'aller le plus loin possible dans notre démarche. Alors, puisqu'il s'agit de montrer comment l'économie circulaire est une source d'inspiration pour nous, vous verrez qu'à chaque fois qu'on a fait des choix, finalement, il était toujours question pour nous de se fixer des besoins ou des exigences à un niveau raisonnable et responsable qui soit au service du projet, de faire des choix matériels et fonctionnels qui soient plus vertueux, de mieux maîtriser le cycle de vie de nos produits et de nos achats et de penser ce projet d'une exposition qu'on dit temporaire, pourtant en interconnexion avec d'autres projets et voire dans une plus grande pérennité pour le musée. Alors, le premier acte fort, ça a été pour nous de mettre à l'épreuve les commissaires d'exposition dès le début. On est parti du constat que le transport des œuvres est évidemment un poste qui peut s'avérer calamiteux en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a pris le parti d'une exposition qui devait d'abord être fondée sur nos chefs-d'œuvre de Goya, les jeunes et les vieilles, mais on conservait aussi la série des caprices en art graphique. Et donc de n'emprunter qu'un nombre réduit d'œuvres et uniquement en Europe afin de ne générer aucun transport en avion. Donc, une fois qu'on a arrêté la liste d'œuvres, on a sensibilisé en lien avec la RMN les prêteurs à notre démarche et on leur suggère de contribuer à réduire cet impact en limitant le nombre de convoyeurs, en ayant recours à du réemploi de caisse ou à des emballages raisonnés et puis bien sûr en veillant à optimiser au maximum à terme l'acheminement des œuvres en réduisant le nombre de convois jusqu'au musée. Le second volet, pour nous, c'est le numérique. Il s'agissait de réinventer l'expérience de visite et donc on a voulu développer une exposition hyper immersive en offrant au public une approche sensible, une nouvelle approche de l'œuvre de Goya, de son contexte artistique et de son contexte historique. Donc, on va immerger le visiteur dans des théâtres d'images avec des ambiances sonores afin qu'ils puissent circuler de manière vraiment hyper sensorielle et intuitive dans l'univers de Goya. On viendra projeter des images en fait, à 360 degrés dans divers espaces. On a fait le choix qu'il n'y ait pas de réalité virtuelle en apprenant a posteriori ou presque en même temps que c'était par ailleurs un vecteur qui était extrêmement consommateur et émetteur de gaz à effet de serre. Après, en toute humilité, en matière de sobriété numérique, on le dit, on doit encore apprendre beaucoup, comprendre davantage les enjeux. Ce que l'on défend, et on le défend aussi au sein des collections permanentes du musée, c'est un usage raisonné du numérique, qui soit au service des œuvres, qui soit au service de la médiation, plutôt qu'une course à l'effet technologique. Donc, à ce stade, dans le cadre du projet,
Tous les équipements audiovisuels se veulent raisonnés, leurs caractéristiques sont étudiées pour plus de sobriété. Par exemple, notre AMO nous a conseillé des vidéoprojecteurs à laser plutôt qu'à lampe. On verra réduire au maximum la consommation énergétique des équipements pour qu'ils ne fonctionnent qu'en présence du public. Par ailleurs, on a fait le choix d'acheter 40% du matériel plutôt que de le louer. Au-delà des coûts de location qui peuvent s'avérer parfois assez élevés pour nous, on se dit qu'on va composer petit à petit un parc audiovisuel qu'on pourra réutiliser pour le musée dans le cadre de prochaines expositions, qui sera un peu la base de ce qu'on pourra développer en termes de médiation, qui sera aussi un parc audiovisuel auquel on pourra avoir recours dans nos espaces permanents, voilà, de manière à être un peu plus agile et un peu moins consommateur d'équipements en location au coup par coup. C'est aussi un parc dont on sait qu'on devra anticiper la seconde vie, et donc il nous appartiendra de créer les conditions de cette seconde vie. En matière de production de médiation numérique, on est en train de finaliser les contours là, des dispositifs. On aura un film autour de l'imagerie scientifique des Goya, film qui aura vocation à être multi-support et à être utilisé en dehors de l'expo pour être optimisé au maximum. On aura le développement d'une application de visite aussi qui sera non pas téléchargeable, mais implémentée dans notre web app de visite classique des expositions permanentes, et qui donc apportera des contenus enrichis dans le cadre de la visite pour Goya, et puis des animations développées autour des réseaux sociaux. J'en arrive à la slide suivante. Le troisième chantier, c'était l'éco-conception de la scénographie. Évidemment, là, beaucoup de progrès ont été faits. On voit que les professionnels sont très mobilisés. Donc, la scénographie va être construite à partir de matériaux responsables. Bien sûr, elle est pensée en fonction des dimensions standards des MDF. La rédaction des marchés va mettre en place des critères qui nous permettront de vérifier que les entreprises s'impliquent en matière de développement durable, qu'elles produisent des produits éco-responsables, etc. Par ailleurs, une partie de la scénographie a été pensée pour être modulable et réutilisable. On veut en effet réutiliser 70% de cette scénographie pour la prochaine exposition qui aura lieu au printemps 2022. Donc, petite exception à la règle, finalement, nous aurons une exposition l'année prochaine, mais nous n'aurons pas de carte blanche à un invité. On s'inscrit en 2022, en réalité, dans une grande biennale culturelle régionale qui est le rebond de la capitale européenne de la culture en 2004 et qui voit une grande biennale tous les 2 ans se déployer dans les Hauts-de-France. Donc, scénographie qui sera réutilisée à 70%. Le dessin que vous voyez à l'écran, le schéma, c'est une rotonde de 120 mètres carrés qui va prendre place dans l'un des espaces centrales du musée, qui est notre atrium. Et donc, c'est une rotonde qui sera entièrement démontable et qu'on veut pouvoir réutiliser pour au moins 2 expositions. Donc, nous créons en parallèle les conditions de stockage adéquates de ce module qu'il va falloir un jour démonter pour pouvoir le remonter. Et bien sûr, tout ce qui ne sera pas réutilisé, on veillera à ce qu'il soit proprement démonté et qu'il soit recyclé. Donc là, on sera après la forêt magique en 2022. Donc en fin 2022, ça nous laisse ce temps long, nous permet en fait, de mieux connaître d'ici là les potentialités qui vont s'offrir à nous, soit via nos collectivités, soit via d'autres acteurs du territoire. Quatrième champ d'action, je vais assez vite parce que je vois que le temps file. Ce que l'on a voulu aussi, c'est interroger toutes les composantes de l'exposition. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais on se pose des questions très pratiques qui vont mobiliser et conscientiser l'ensemble des services du musée. Ça touche au livret de visite, ça touche au catalogue, à la campagne de communication pour qu'elle soit plus responsable, aux goodies, à l'alimentation qui sera développée dans le restaurant, à la programmation culturelle. Donc, on est en train de calibrer au mieux chaque action en fonction de son impact et de ce qu'elle doit apporter au public et au musée. Et puisqu'il est question de l'impact, et c'est là-dessus que je terminerai, on veut pouvoir également mesurer autant que faire se peut l'impact de l'exposition. Donc l'agence Athemia qui nous accompagne dans ce processus nous fait profiter de son expertise dans ce champ-là. Elle forme nos équipes aux bons réflexes, aux bonnes pratiques, elle va formaliser notre méthode de travail et elle va composer avec nous le bilan pratique et pragmatique de cette exposition. Alors, ce n'est pas un calculateur carbone, on est vraiment sur un rapport d'impact qui va nous permettre de mieux mesurer la portée de nos choix stratégiques et de nous donner les jalons qui vont nous permettre de progresser. C'est un étalon, en fait, pour le Palais des Beaux-Arts. Le but pour nous est de viser une amélioration continue de la production de nos expositions temporaires. Donc voilà un peu en quelques mots brosser le contexte de travail qui est le nôtre.
c'est un challenge pour les équipes. Ça exige un re-questionnement permanent. Ça exige finalement aussi, enfin en tout cas, ça met en place de nouvelles contraintes pour chacun, mais on sent que il y a vraiment un enjeu à se convertir et que chacun a pris conscience que cette transition en marche, il faut qu'on l'adopte parce qu'on ne pourra pas aller contre. Et ce type de rendez-vous, ce type d'échange montre qu'on est la seule engagée dans de telles démarches et que ce partage d'expérience, il est vraiment très nourrissant et très porteur pour des démarches comme la nôtre. Voilà. Je vous remercie. Un grand merci Mélanie pour cette intervention. Alors voilà, je remets la caméra. Merci beaucoup. Merci, c'était très riche, même si voilà, c'est certain que c'est des formats très courts pour aborder tous vos projets à chacune. Mais merci beaucoup, c'était très clair, toutes les deux. J'ai laissé la parole maintenant à Sylvie Bétard pour nous présenter donc ses projets. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran. C'est bon pour vous? Vous voyez mon écran? Ouais. On voit ton écran, on voit encore un peu la bordure. Peut-être si tu peux mettre ton on peut lire quand même. Hein, mais... Attends, je reprends la manip. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Voilà, là on est en plein écran, on voit ton écran. Ok, super. Oui, je passe donc après deux superbes exemples. C'est très, très enrichissant. Je me présente, donc je suis cofondatrice des Augures, du collectif Les Augures, et je vous remercie beaucoup, Julie, Diane, Laurence, de cette invitation. Pour faire un petit rappel de l'activité des Augures, donc on est un collectif qui a 1 an et on a pour mission d'accompagner les acteurs du secteur culturel dans leur transition écologique et dans leur capacité d'adaptation et d'innovation. Ça passe principalement par du conseil et de la création de communautés autour des enjeux justement de la transition et de l'économie circulaire. Nous sommes quatre femmes qui venons du monde de l'art, de l'innovation et de l'économie circulaire, avec des compétences très, très complémentaires. Voilà, allant de la direction stratégique à la conception d'animation de communautés engagées. Pour ma part, donc je suis plutôt axée effectivement sur l'éco-conception et l'économie circulaire, notamment après avoir fondé la Réserve des Arts donc en 2008, qui faisait suite en fait à des expériences à l'époque de production culturelle événementielle, que ce soit sur des festivals ou de la production d'œuvres, et toujours avec cette problématique d'avoir du mal justement à avoir de la visibilité sur les matériaux en seconde main, en réemploi qu'on pouvait trouver. Donc la Réserve des Arts est née de cette idée qu'il y avait énormément de gisements et de ressources dans les entreprises et qu'il fallait organiser les choses pour les rendre beaucoup plus visibles. Et puis j'ai aussi, donc par la suite, comme tu évoquais, Julie, créé l'agence Le Psychlerie, qui, elle, s'adresse plutôt au monde vraiment de l'entreprise, des collectivités, du sport. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur de la valorisation de déchets qui ont un vrai potentiel de ressources. Donc là, je travaille vraiment sur l'identification justement de ces déchets ressources, leur potentiel de transformation
et de refabrication en produits utiles pour le client lui-même. Voilà, dans l'idée de créer justement une économie circulaire qui lui soit profitable et lui permette d'atteindre ses objectifs zéro déchet. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'économie circulaire plutôt pas sous forme d'exemple d'exposition comme on a vu et avec Alice et Mélanie, mais plutôt comment est-ce que les augures accompagnent les musées dans ce concept d'économie circulaire et aussi voilà, comment est-ce que les choses sont intégrées et comment elles sont comprises avec tous ces nouveaux, on va dire, cette nouvelle terminologie. Voilà, en 2008, quand on a créé la Réserve des Arts, par exemple, le terme d'économie circulaire n'existait pas. Donc, il y a aussi une vraie ambition de sensibiliser à ces terminologies. Et puis pourquoi, pourquoi est-ce qu'on parle d'économie circulaire appliquée à la culture? Alors, je vous ai mis un chiffre là qui vient de l'agence Auré, qui a déterminé que 83% des déchets des établissements du spectacle et des musées étaient liés aux activités de montage, de démontage et à destruction des décors. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à faire pour vraiment rentrer dans améliorer ces pratiques. J'ai repris les 7 piliers de l'économie circulaire juste pour recadrer, on va dire, bien comprendre justement ce qu'on entend par économie circulaire. Pour la plupart d'entre vous, peut-être ça vous parle déjà, mais je pense que c'est toujours intéressant de comprendre que, par exemple, l'éco-conception n'est qu'un pilier de l'économie circulaire, que ça passe par beaucoup d'autres points qui ne sont évidemment pas négligés. Alors, je ne veux pas vous lire dans le détail, mais évidemment, l'approvisionnement des matières, l'écologie industrielle et territoriale qui correspond, voilà, à l'écosystème local qu'on peut créer. L'économie de la fonctionnalité, voilà, à quels usages un projet est destiné. La consommation responsable, donc voilà, quels sont comment est-ce qu'un public en fait fait ses choix, ça qui est plutôt lié au design produit peut-être, quoique. L'allongement de la durée d'usage, donc là, par exemple, appliqué à la culture, on peut imaginer justement, comme l'expliquait Mélanie, de voir combien de temps une exposition peut durer, et enfin le recyclage quand vraiment enfin voilà, on est aussi sur le sourcing et la fin de vie des matières. Alors tout ça permet de calculer ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Donc là, on a une analyse de cycle de vie, on va dire standard, que j'ai retravaillée, on va dire, justement, de façon appliquée à la scénographie. Et qui part aussi un petit peu des constats qu'on peut faire depuis un an en accompagnant justement des musées, des centres d'art dans leur organisation. Donc, assez rapidement, voilà, on sait que un cycle de vie, un bon cycle de vie commence par une bonne organisation justement de la direction et de son organisation interne, à savoir réussir à mettre autour de la table la direction, le commissariat, les artistes, la production, la régie, qui vont permettre justement que chacun puisse prendre sa place dans voilà, ce cycle et tout le processus de création. L'idée, c'est qu'effectivement, très rapidement, il faut se poser la question de l'usage, de savoir si voilà, on est en train de faire une exposition éphémère ou pérenne, ou dans le cadre d'une œuvre d'art, par exemple. Et surtout, comment est-ce qu'on va
sourcer la matière et comment est-ce qu'on va traiter sa fin de vie, en prenant en compte évidemment tout ce qu'on a pu entendre là de la part de Mélanie et d'Alice sur le transport, sur les modes de fabrication. Donc voilà, je pense que d'une façon générale, autour justement de la conception, il y a dans l'économie circulaire appliquée à la scénographie un réel enjeu sur les flux des matières. Quand on sait que 83% des déchets sont issus des scénographies, évidemment l'enjeu est primordial sur le démontage et le sourcing, et savoir comment est-ce qu'on va traiter la fin de vie d'une exposition dès qu'on la conçoit et dès qu'on commence à discuter avec les artistes. Semble être en tout cas une des clés essentielles pour optimiser et réduire l'impact d'une œuvre ou d'un projet. Alors, comment justement est-ce qu'on met en place tout ça? Comment est-ce qu'on crée cet écosystème autour de ce cycle de vie? Donc aux augures, on a pu constater là depuis un an 4 enjeux principaux. Celui de fédérer, justement, voilà, comme ce soir, quelque part, de permettre de discuter autour de ces enjeux, d'échanger sur les pratiques. Je vais y revenir après. Donc, s'outiller pour rendre visibles les services et les matériaux, et co-manager. Donc là, c'est vraiment l'idée d'accompagner les professionnels, les musées au plus près des changements de pratiques, et puis se former. Voilà, ça c'est quelque chose qui revient très très souvent. Donc je vais juste vous détailler ces 4 points. Ici, vous avez un superbe tableau issu d'un atelier qu'on mène en ce moment avec la ville de Paris et ses acteurs, ses institutions culturelles. Donc, les augures sont en charge en ce moment d'animer justement ce réseau d'économie circulaire des institutions. Et justement, là, on les a fait travailler sur le cycle de vie d'un projet et comment est-ce que chacun se situe sur ce cycle de vie par rapport à son métier, à quel moment est-ce qu'il intervient et quelles interactions il peut avoir avec d'autres pairs, avec ses collègues pour faciliter justement tout ce processus. Et les petits post-it bleus que vous voyez, c'est tous les freins qui aujourd'hui ne permettent pas d'aller au bout d'une démarche d'économie circulaire. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que justement, l'idée, c'était de mettre un petit peu tout le monde autour de la table, comme j'ai pu vous montrer sur les slides précédentes, et discuter ensemble des pratiques, d'échanger sur les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, et s'inspirer aussi les uns des autres. Donc ça, c'est vraiment on va dire un pilier central, c'est d'arriver à échanger et à être dans l'échange permanent avec les autres institutions et les acteurs professionnels autour de soi. S'outiller, donc c'est une clé aussi très essentielle sur la mise en pratique de l'éco-conception et de l'économie circulaire. On sait très bien que on a toujours un problème de temps qui va nous obliger à aller au plus rapide quand on cherche, quand on source de la matière. Et c'est un des freins aussi
principaux qui peut-être va nous obliger à aller au plus rapide, au plus proche de nous, en tout cas, et de la facilité d'achat de matière. Donc en ce moment, par exemple, avec je fais partie d'un groupe de travail qui s'appelle Scénographie, qui a été monté par Annabelle Vergne et Quentin Rioual, professeur à l'ENSAD. Et qui réunit justement tout type de professionnels de la culture sur les questions de scénographie et d'éco-conception. Donc, ces groupes on a 6 groupes de travail, dont un justement sur les matériaux. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait absolument travailler sur le référencement, la visibilité, la traçabilité des matériaux pour faciliter au maximum justement l'accès à ces matières et comprendre aussi à quel type de matière on a affaire. Pourquoi est-ce qu'il faut mieux utiliser tel ou tel matériau? Pourquoi, est-ce qu'un matériau circulaire issu de la fabrication, de la transformation de déchets est plus responsable que d'autres, etc., etc. Donc, on travaille, en tout cas en ce moment, ce n'est qu'une maquette là, que vous voyez qui date d'il y a quelques jours et tout ça, évidemment, est en processus et en constante amélioration. Donc, l'idée, c'est de pouvoir référencer des fiches matériaux, des fiches acteurs et des fiches projets. Fiches projets étant reliées aux fiches acteurs et matériaux pour montrer des exemples justement de réalisation. Et l'idée, c'est de créer un site internet qui puisse être une cartographie très intuitive pour chercher des matériaux en fonction de critères très précis qui sont liés et qui sont créés par notamment les scénographes et les professionnels des matériaux qui sont dans ces groupes dans ce groupe de travail, de comprendre comment est-ce qu'on peut trouver une matière par ses usages, sa logistique et d'avoir des fiches complètes et extrêmement collaboratives aussi, qui puissent être enrichies au fur et à mesure aussi où on obtient des informations sur des matériaux. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à rendre accessible le plus rapidement possible les matériaux et les acteurs et les services aussi, parce que je parle de matériaux, mais les services qui sont liés à l'accessibilité des matériaux et des objets dans la scénographie est aussi très importante. Donc voilà, on espère que ce projet verra le jour à l'automne avec une interface qui soit, encore une fois, intuitive et qui permette justement où qu'on soit en France de trouver de la matière autour de soi. Un des troisièmes enjeux, c'est d'éco-manager. Comme je vous le disais, on accompagne les professionnels dans leur capacité de changement et de mise en place d'une démarche plus vertueuse, mais donc très souvent on aboutit à une feuille de route après avoir permis la collaboration qui aboutit à cette feuille de route. Comme en parlait Alice tout à l'heure, effectivement, il faut permettre d'aider à la décision, d'avoir des outils qui permettent l'aide à la décision. Et cet éco-management, pour nous, c'est l'idée d'accompagner après l'écriture de cette feuille de route, par exemple par les musées, pour mettre en place et apporter un appui concret à la suite de ces grands principes et de ce calendrier, et d'imaginer en fait aussi une démarche de progression qui se fasse pas à pas,
sur les projets. Donc là, c'est un exemple de grille. Alors, elle est très, très réduite pour vous le montrer en plus grand. Mais voilà, l'idée, c'est d'arriver aussi à s'auto-évaluer sur ses propres choix. Alors, la réelle contient beaucoup d'éléments justement pour savoir où est-ce qu'on se classe. Est-ce qu'on est plutôt en A ou plutôt en E sur une action, sur une ligne. Et puis, voilà, ça permet aussi d'engager une démarche de progression et d'expérimenter des nouvelles choses tout en étant accompagné par... en l'occurrence, par un membre des augures, une membre des augures pour valider petit à petit la mise en place de cette feuille de route. Et le quatrième enjeu est aussi en construction. Je pense que c'est très important de resituer justement l'économie circulaire dans sa jeunesse au sein du secteur culturel. On a eu, on va dire, quelque part la chance, même si voilà, il y a eu énormément de dommages, mais d'avoir énormément d'équipes qui, cette dernière année, a été aussi disponible pour réfléchir et se poser sur les pratiques et se rendre compte qu'effectivement, dans beaucoup d'actions d'économie circulaire, on avait besoin de savoir si on faisait bien les choses. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque de compétences et qu'il y avait un besoin important de formation. Et donc, on a commencé à réfléchir il y a quelques mois à ces enjeux de formation au sein des augures. Et on s'est rapproché d'Atna, qui est donc une filiale de l'agence de production artistique Arter, et de son directeur RSE, Mathieu de Bonnière, qui doit être ici ce soir, et avec qui on réfléchit justement à un catalogue de formation qui permettent de former toutes les équipes, tous les corps de métier aux enjeux de l'éco-conception, de l'économie circulaire, dépendamment des métiers qu'on exerce au sein des musées et des institutions culturelles. Donc, tout ça est en cours d'écriture et on va pouvoir, j'espère pouvoir lancer ces premières formations aussi d'ici l'automne. Donc, beaucoup de projets en construction, mais qui sont là parce que justement le secteur culturel est très, très, de plus en plus engagé sur ces questions et qu'on a réussi justement à identifier les besoins et comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux cette intégration d'économie circulaire. Voilà. Merci beaucoup Sylvie. Merci bien sûr à Mélanie et à Alice également. Alors je vous propose une petite table ronde entre vous trois pour reprendre des thématiques communes et échanger ensemble. Et j'invite bien sûr les participants, le public à poser leurs questions par écrit. Et je vous propose de faire la petite table ronde pendant une vingtaine de minutes jusqu'à 19h30. Et puis de laisser la place aux questions en direct. Donc si vous voulez, si vous préférez plutôt passer par l'écrit, si vous préférez poser en direct, voilà, on vous en laissera la possibilité à partir donc de 19h30. Alors, ça a été assez intense, donc je ne sais pas si à chaud, il y en a une d'entre vous trois qui voudrait rebondir sur une thématique particulière ou si vous voulez, je vous suggère des pistes de réflexion, il y en a beaucoup. Mais je vais peut-être vous laisser rebondir d'abord si une idée vous vient, des questions entre vous, des sujets communs qui vous interpellent. Oui, moi j'ai une petite question, si je peux commencer les filles. Super. J'en ai une pour Mélanie, après j'en ai une qui je pense serait intéressante de poser à Mélanie et Sylvie.
En fait, en écoutant la présentation sur le cas du Palais des Beaux-Arts de Lille, j'étais curieuse en fait de savoir, dans le cadre de ce musée qui semble vraiment engagé dans ces problématiques environnementales, qui était le porteur en interne de cet élan environnemental, vraiment au tout début, si vous pouvez partager l'information. Est-ce que ça venait d'une personne en particulier qui ensuite a créé l'équipe autour, même créé un poste, et maintenant il y a peut-être une personne en charge de ça. Voilà, j'étais intéressée de savoir comment ça s'est mis en place dans l'équipe. Très clairement, dès le début, je vais rendre hommage à notre directeur Bruno Girvaud. On a un rendez-vous tous les lundis après-midi qui s'appelle un musée ouvert. Donc, c'est un rendez-vous interne qui permet soit à quelqu'un de se saisir d'un sujet à la faveur d'une lecture d'un article, soit d'inviter un expert extérieur sur des problématiques qui nous touchent. Et un jour, j'avais lu un article lié à la transition écologique des musées qu'une collègue avait partagé et il s'est immédiatement saisi du sujet et la réflexion a été ouverte. On s'est rendu compte qu'autour de la table, et ce musée ouvert est réellement ouvert à tous les agents du musée. Donc on est une petite centaine, évidemment on n'est pas 100 autour de la table, mais on est bien 20-25, tous les services sont représentés. On s'est rendu compte que 10-15 personnes étaient très intéressées par le sujet, que dans leur quotidien et dans leur pratique professionnelle, eh ben, chacun avait des bonnes pratiques. Et donc, on a décidé d'ouvrir ce chantier et notre directeur s'en est saisi immédiatement, de manière à ce qu'on puisse créer des conditions pour que chacun réfléchisse à cette thématique-là. On était en pleine période de réorganisation, donc ça a été aussi une bonne occasion de voir jusqu'à quel point le développement durable pouvait infuser dans l'ensemble des services. Et donc aujourd'hui, moi j'en suis la chef de projet. Je suis devenue chef de projet développement durable. Moi j'ai été recrutée il y a 4 ans au musée pour être chef de projet sur le PSC, c'est-à-dire surtout coordonner les grandes phases de réaménagement des espaces de collection permanente. Et puis des thématiques transversales comme celle-là sont venues enrichir mes missions. Donc, c'est un sujet que j'essaie dans l'immédiat de coordonner et que je vais animer donc avec le directeur, avec l'administrateur aussi qui est très, très impliqué. Et le but pour nous, c'est de pouvoir vraiment faire en sorte que le développement durable, en tout cas la logique développement durable, soit identifiée dans les fiches de poste de tous les membres du musée. Soit pour des missions vraiment importantes, soit que ce soit toujours à l'esprit dans les pratiques quotidiennes, dans les pratiques de bureau et dans les projets qui sont conduits. Donc, on se rend compte, parce qu'on consulte pas mal de musées, que souvent la démarche, la dynamique émane de la base, comme on dit, entre guillemets, et que sans gouvernance ou si la balle n'est pas saisie au bon par la direction, la dynamique vivote. Au mieux, au pire, s'essouffle. Là, pour le coup, on a eu la chance d'avoir un directeur qui, je pense que Sylvie, tu peut-être, puisque tu as eu l'occasion de discuter avec lui, tu pourras en témoigner. On était avec Diane aussi ce matin, Laurence, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il a construit un discours autour de ça et le contexte municipal nous permet en plus de nous appuyer sur un contexte hyper, hyper propice. En effet, c'est ça fait partie des grands enjeux de partir de la base, si on peut dire, effectivement, et d'embarquer tout le monde. C'est toujours plus facile venant de la direction. Et effectivement, quand les choses s'organisent au sein des équipes, mais qu'il n'y a pas une volonté forte de la direction de participer, de mettre en place des actions, même si ce n'est pas dans une démarche globale, mais que c'est des petites actions qui sont pensées au fur et à mesure du travail collaboratif entre collaborateurs. Très souvent, ça s'essouffle et ça peut être très, très démoralisant pour les équipes. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. On l'a vu, on a pu le constater. Il faut que ça soit un travail d'équipe et que la direction soit très engagée. Effectivement,
Vous avez de la chance d'avoir un directeur extrêmement engagé. Mais ça rejoint ce que disait Sylvie, c'est-à-dire que moi, je le ressens comme un enjeu managérial assez fort, appliqué à l'établissement, mais ça doit sans doute être identique pour toi, Alice, dans le cadre d'un portage de projet. Il faut qu'il y ait une dynamique, une dynamique transversale. Et il y a aussi un enjeu de formation qui est assez important et qui peut être moteur parce qu'on ne va pas faire d'angélisme. Oui, le directeur porte cette dynamique, notre administrateur aussi. Pour autant, tout le monde n'est pas pleinement, intimement convaincu par la démarche. Et donc, il faut pouvoir convaincre, sensibiliser, amener à faire évoluer. Enfin, il y a une vraie culture aussi du changement qu'il faut pouvoir porter et à moyen et à long terme, je pense. Et pour faire suite à ce propos, est-ce que chacune d'entre vous a été confrontée à des freins? Et si oui, lesquels? Et à quel moment, à quelle étape du processus? Là, on parlait par exemple des équipes, mais je ne sais pas, moi, par exemple, dans le cas je pense par exemple à un cas où différentes personnes, différents départements et même parfois de manière extérieure sont impliqués au sein d'une décision. Ce qui est par exemple le cas avec les prêts ou avec les assureurs, les transporteurs. Est-ce que vous avez ressenti des limites avec les personnes de l'extérieur avec qui vous travaillez, par exemple? Au niveau des prêts, il y a une forme de bienveillance ou d'accueil bienveillant. Alors sans doute que mes collègues Ismaël et Christelle, qui sont peut-être derrière l'écran, pourraient mieux en parler que moi parce que c'est elles qui portent logistiquement, techniquement cette expo. Je trouve qu'on a quand même un accueil plutôt bienveillant des prêteurs, y compris pour des dépôts, par exemple, quand on veut emprunter des œuvres pour nos expos, nos collections permanentes. On a un accueil bienveillant. Après, il faut qu'on arrive à concrétiser les choses et à transformer l'essai, c'est-à-dire que avoir une démarche durable, c'est plutôt bien perçu. Après, se dire qu'on se passe d'un convoyeur, qu'on fait un accrochage à distance via Visio, on n'y est pas encore pour toutes les œuvres. Enfin, pour le coup, c'est vraiment une transition que toi, tu fais dans tes projets qui est que je trouve assez exemplaire, quoi. Et qui est sans doute ce vers quoi on peut tendre et ce vers quoi des institutions pourtant très, très importantes tendent déjà, mais qui mériteraient sans doute d'être davantage valorisées, partagées et que des professionnels puissent prouver que oui, c'est possible en fait et que ça se fait bien et dans un contexte professionnel très, très sécurisé et très sécurisant, quoi. Et quand tu as des freins internes, oui et non, enfin, pas des freins majeurs, pas des blocages, mais en tout cas, on bouscule des habitudes, en fait. On bouscule des automatismes, et donc c'est jamais simple de changer ou de bouleverser des pratiques, voire de questionner aussi des choses un peu très, très ancrées dans le monde des musées. On parle de gestion durable des collections, mais les grands principes de conservation des collections font que la climatisation, l'hygrométrie, sont des grandes références qui sont établies et que voilà, bousculer des grandes références comme ça, c'est pas si simple en fait. Et donc il faut pouvoir amener des transitions douces. Ouais. Ouais, je te rejoins complètement, Mélanie. J'allais faire la même réponse sur voilà, tous ces freins qui sont liés aux habitudes en place. Et à juste titre, c'est des processus de travail et il faut revoir les choses petit à petit. Puis tout ça, c'est exactement pour ça que, en observant le secteur culturel, la clientèle qu'on pouvait avoir, on a vite compris qu'il y avait d'abord des étapes d'accompagnement au changement. Avant même de parler vraiment de très concrètement ce qu'on allait pouvoir faire, il y a se mettre dans une position de changement qui est indispensable pour accepter de changer des habitudes. Et évidemment, il y a des freins qui sont liés à la législation. On essaye par exemple de discuter avec des bureaux de contrôle pour comprendre pourquoi
enfin pas pourquoi, parce que le pourquoi il est là, c'est la législation, les normes au feu, etc. Enfin, on a vu des exemples, par exemple, de choses innovantes qui n'arrivent pas à se mettre en place parce que les normes sont telles que eh ben, on ne peut pas créer, enfin, on peut difficilement créer des espaces de stockage dans des cimaises parce que voilà, il faut que tout ça soit norme feu. Alors on peut stocker le verre, mais pas autre chose. Enfin, il y a des freins qui sont liés à tout ça et qui nécessitent aussi de comprendre quelles sont on va dire la marge de manœuvre qu'on peut avoir en termes d'innovation sur la conception scénographique et qui permettent de rester dans les normes tout en essayant de nouvelles choses. Donc, évidemment, la législation est aussi très importante. En termes de matériaux aussi, peut-être tu pourras le dire mieux que moi, Sylvie. Il y a des questions aussi de budget qui se posent souvent. Enfin, le grand réflexe, c'est de se dire qu'éco-concevoir, c'est forcément plus cher. Et que du coup, c'est aussi ce vers quoi on ne tend pas, parce que les budgets sont toujours de plus en plus restreints. Donc, c'est une manière aussi de penser qui doit être, qui doit être différente et nous amener à repenser aussi l'économie des projets, en fait. Absolument. Mais d'où la réorganisation du sourcing et de l'organisation de la fin de vie du démontage. Quand on commence à s'organiser sur des potentialités de stockage, de mutualisation avec d'autres musées autour de soi, quand voilà, on commence à réfléchir vraiment en groupe autour de ces problématiques-là, on peut trouver des solutions qui tout d'un coup changent l'aspect des coûts, on va dire, de matériaux en réemploi. Évidemment, si on optimise une scénographie sur plusieurs expos, ben, voilà, il y aura un amortissement qui sera forcément différent. Donc, c'est des méthodes de calcul aussi qui sont importantes aussi à mettre en place pour se rendre compte du potentiel justement de l'économie circulaire dans les budgets. Moi, j'avais une question pour Alice. Si tu n'en as plus d'autres, je suis curieuse de savoir comment les artistes et les professionnels des musées ou des institutions culturelles reçoivent ta démarche ou le fait que voilà, tu t'imposes sans douleur un certain nombre, un nouveau cadre ou un certain nombre de contraintes, comment c'est perçu? Parce que c'est vrai que nous, se dire qu'au début, quand on s'est dit qu'on faisait Goya avec moins d'œuvres, eh ben, le sous-titre pouvait être, mais c'est un Goya moins bien, du coup, puisqu'il est à moins de choses. Mais en réalité, non, c'est un autre Goya qu'on propose. Donc, je suis curieuse de savoir comment ta démarche est perçue, y compris comment le public la reçoit, en fait. Ça, c'est une vraie question qu'on a, c'est comment on communique sur ça, sur des thématiques comme celle-là vis-à-vis du public. Oui, c'est une bonne question. Honnêtement, jusqu'à présent, je touche du bois, ça s'est toujours très bien passé. Je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, la raison pour laquelle c'est bien accueilli avec les personnes avec qui je travaille. Je pense que ça se fait vraiment au feeling et du coup, je suis attirée par des artistes qui ont cette sensibilité-là, donc ça n'a jamais posé de problème. Peut-être que, effectivement, en me posant la question, c'est parce que je privilégie travailler avec des artistes qui sont déjà ouverts à ce genre de propositions, où du coup, il n'y a pas eu de retour négatif. Voilà, je pense que c'est bien de travailler avec des personnes en général qui partagent nos valeurs et qui partagent nos manières de travailler. Donc, en ce sens, ça a toujours bien passé. Après, par rapport à la communication autour des projets, par rapport à l'attribution de la valeur, est-ce que c'est une exposition qui est moins bien que ce qu'on aurait fait différemment? Je pense qu'effectivement, il faut venir bousculer un petit peu les manières de penser et de présenter l'art. Et c'est effectivement une autre manière de faire. C'est ni moins bien, ni mieux. Et en fait, je pense que ça s'accompagne par effectivement les médiations autour du projet et de créer de la valeur dans quelque chose dont on n'aurait peut-être pas pensé. Effectivement, sur l'exemple, par exemple, de Chasseurs de tempêtes, ce qui est intéressant, c'est aussi de créer un moment autour du transport des œuvres, du coup, qui va prendre sa place dans l'exposition. En général, on ne parlerait pas trop du
du transport des œuvres. Là, ça va être un élément central dans la communication du projet, puisque sur le site internet, on va pouvoir voir en fait là où se trouvent les œuvres plus ou moins en direct. On est en train de discuter avec les artistes aussi de voir comment on pourrait intervenir sur ce moment-là, créer comme un journal de bord aussi, si un des artistes ou moi-même sont amenés à accompagner les œuvres sur le bateau. Donc en fait, ça nous offre plein d'opportunités nouvelles dont on n'avait pas accès avant, qui nous permettent d'utiliser notre créativité pour valoriser ce que d'autres pourraient penser sont des impacts négatifs. Ouais, je pense que c'est vraiment une manière de penser. Pour répondre, j'anticipe une des questions que j'avais vues dans le chat. En fait, je trouve que... Bon, alors bien sûr, on essaye de s'organiser, de créer des feuilles de route, des nouvelles manières de travailler, des choses très pratiques. Mais en fait, c'est vraiment une manière de penser. Pour moi, c'est vraiment être ouvert et ouverte à repenser nos pratiques. Et en fait, c'est un des principes, puisque comme je disais, je m'intéresse à comment appliquer des principes de permaculture aux pratiques artistiques. Et le premier en permaculture, c'est ça, c'est observer, interagir et s'adapter. Et en fait, il n'y a pas de recette magique toute faite. Il n'y a vraiment que des cas par cas. Il faut pouvoir s'adapter à chaque contexte. Voilà. Moi, j'ai une question pour toi, Alice, aussi. Puisque tu es basée au Portugal, comment est-ce que l'économie circulaire s'organise dans le secteur culturel? Est-ce qu'il y a une économie circulaire qui s'organise au Portugal? Alors oui. C'est aussi une bonne question. Plus doucement, je trouve, que dans d'autres pays, comme c'était le cas. Moi, je travaillais beaucoup en Angleterre, donc j'ai vu un élan vraiment en premier là-bas, puis en France. Au Portugal, c'est plus lent. Je pense que c'est principalement dû, non pas que au secteur culturel, mais aux actions individuelles qu'on peut retrouver dans la société à d'autres niveaux. Je trouve qu'on est encore bien loin de ce qui est le cas et ce que sont les normes dans le reste de l'Europe du Nord. Il y a encore beaucoup de déchets, même dans les supermarchés ou la manière dont les gens consomment. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire déjà sur une première étape qui est plus globale en termes de société. Et ensuite suivra, j'imagine, je l'espère, la scène artistique et culturelle. Alors il y a quand même des initiatives qui se mettent en place, des réseaux qui se créent à l'échelle locale, des associations, des personnes qui se rassemblent pour pouvoir créer un élan comme ça. Mais je pense que la prochaine étape, ce sera de rassembler toutes ces énergies pour créer des synergies, justement, et avoir une voix plus forte, en fait, en ramenant plus de personnes ensemble, tout doucement. Donc, pas forcément d'initiatives, par exemple, type recyclerie, ou, enfin, voilà, qui permettent ressources. Non, il y a un gap dans le marché, vous pouvez venir au Portugal. On a besoin d'initiatives. Très bien, très bien. Je vais juste commencer à introduire des questions écrites du public et j'invite donc les participants qui souhaitent intervenir en direct. Vous pouvez faire signe à ma collègue Marie Ballarini qui prendra vos questions. Donc il y avait notamment une question pour Alice de Christelle Lamour qui demandait qu'entendez-vous par circuit court, quel périmètre? Donc un peu comment vous concevez le circuit court? Alors, circuit court, j'imagine que ça fait référence à ce que je parlais de la distance entre les œuvres, les artistes et le lieu d'exposition. Circuit court, périmètre, je pense que ça fait lien à ce que j'expliquais avant, où en fait, c'est plus compliqué que juste tirer un trait et créer un périmètre autour du lieu d'exposition, parce que ce n'est pas tant la distance entre les œuvres, les artistes et le lieu d'exposition, mais c'est plutôt est-ce qu'il y a accès à... Quels sont les moyens de transport en fait disponibles d'un point A à un point B? Parce qu'effectivement, idéalement, si un artiste serait invité, puisque vraiment dans mon cas, moi je travaille pas nécessairement avec des collections, mais plutôt directement avec les artistes dans l'accompagnement de la production. Donc si dans un cas, je serais amenée à inviter un artiste qui habiterait à côté du musée, qui viendrait à pied avec l'œuvre, donc là on est vraiment très bien dans la circularité. En revanche, comme j'ai montré l'exemple avec Chasseurs de tempêtes qui arrive en fait à inclure à la fois une ambition artistique qui est d'être internationale, qui est d'amener différents
différentes perspectives via différentes cultures, puisqu'on s'attaque à la France et au Portugal. Bien que la distance là est assez longue, comme on a trouvé la solution d'utiliser un moyen de transport qui ne nécessite pas d'émissions de CO2, voilà, dans ce cas-là, ça se compense. Donc je pense que, comme je disais, il n'y a pas de recette magique toute faite à répliquer. C'est une manière de penser, de concevoir, de s'adapter. Et pour moi, en fait, pour pas que ça devienne une limite, en fait, pour pas que les gens n'aient plus de plaisir à créer des expositions, parce que je pense qu'il faut toujours conserver cette dimension artistique et créatrice, il faut quand même rester dans le plaisir. Et du coup, en fait, voir le bilan carbone d'une exposition globale à la fin. Alors effectivement, on peut se permettre d'avoir une décision qui aura un impact, mais si on arrive à la compenser d'une autre manière, pour moi, c'est ça ce qui est important, c'est d'être conscient de ces choix-là. C'est pas de faire les choses dans la perfection, mais d'avoir ça en tête et de faire de son mieux. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si Mélanie aussi vous voulez rebondir, autrement je passe à une autre question. Si, Ouais, enfin, moi, je rejoins Alice sur l'idée du challenge en fait, qui s'applique à chaque projet. Et l'intérêt, c'est de se challenger sur chaque projet, voire d'anticiper celui d'après pour voir comment les projets peuvent interagir les uns avec les autres. Donc, pour le porteur de projet, c'est aussi une remise en question permanente en fait. Même si une méthode de travail peut être un peu assise et voilà, nous permet d'acquérir d'autres réflexes, c'est quand même une remise en question, enfin une transition en fait, plus qu'une remise en question. La remise en question, une fois qu'elle est faite, après, il faut que la transition soit animée en permanence, quoi. Alors, il y avait aussi la question, je ne sais pas si vous la voyez sous vos yeux, d'Apolline Lefort, donc, qui se demande si les... Alors, je vais le lire sur mon autre écran, mais je n'arrive pas à le lire. Donc, qui se demande si on ne pourrait pas s'inspirer aussi de petits musées ou de lieux culturels territoriaux qui ont toujours produit des expositions avec pas grand-chose en réutilisant les matériaux car peu de moyens financiers et qui ont toujours travaillé avec des artistes, artisans, entreprises locales. Et elle se demande donc ce que vous en pensez, si on peut trouver des réponses en s'inspirant de ces petites structures qui n'ont donc pas les moyens de créer à partir de supports neufs. Et c'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'initiatives en cours, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour s'inspirer de cela. Oui, évidemment, la question économique arrive toujours. On a toujours fait dans le secteur culturel avec ce qu'on avait, en fait. De toute façon, les artistes comme les institutions. Et c'est comme ça que peut-être voilà, les artistes sont toujours réemployés. Donc, évidemment, c'est un petit peu on va dire la culture de la culture de travailler de cette façon-là. Après, là, on est vraiment sur de l'éco-conception. On n'est pas dans une démarche d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on aura beau faire comme ça pour des raisons économiques, si on ne prend pas en compte les autres piliers de l'économie circulaire et de voir comment est-ce qu'on peut créer du lien pour créer des solutions autour de soi avec l'écosystème qu'on a autour de soi. Alors évidemment, faire appel aux artisans et aux entreprises locales, ça fait partie bien sûr de l'économie circulaire qu'on peut créer. Surtout si voilà, on fait appel à eux pour des services et pourquoi pas leurs déchets et que voilà, qu'il puisse y avoir beaucoup d'interactions, enfin plusieurs types d'interactions avec l'écosystème local. Mais il faut faire attention au fait que ça ne se résume pas à ça et qu'il y ait vraiment une ambition effectivement managériale autour de ces enjeux. Et évidemment, moi, j'ai tendance à dire que quand on arrivera à une économie circulaire très locale, où chacun, toute industrie confondue, on arrivera à collaborer et à comprendre qui a quoi, qui a besoin de quoi, etc.
on arrivera à une économie de moyens, on arrivera à une réduction des coûts de tout ça. Donc, c'est vrai qu'il faut s'inspirer de ça, mais il faut aussi qu'il y ait une démarche beaucoup plus globale et sociale aussi, évidemment. D'accord, merci. Est-ce que je peux rebondir aussi sur ce qu'Apolline vient de dire? Je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle vient de dire, dans le sens où effectivement, je me suis rendu compte de ça par différents projets. Il y a un lien très fort entre des contraintes environnementales, des contraintes économiques et des contraintes sociales. Et par exemple, j'ai en tête le cas par rapport à cette enquête, ce questionnaire que l'on a publié. Une des questions était par rapport à la taille des ateliers des artistes, de leur studio. Est-ce que c'était possible de le partager avec d'autres personnes pour des raisons environnementales? Et en fait, beaucoup d'artistes ont répondu qu'ils le faisaient principalement pour des raisons financières et aussi sociales, pour pouvoir pas être tout seul. Donc je trouve que en fait, ça va dans un bon sens. C'est positif de voir que l'une s'appuie sur l'autre et que tout va dans la même direction. Et effectivement, heureusement que du coup, dans cette manière de faire tout soi-même, de recycler, de faire avec des petits budgets, ça apporte beaucoup de sens, prouvant qu'on n'a pas besoin d'avoir de plus gros budgets pour pouvoir faire ça. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu pour moi, je trouve, c'est que plus on a un gros budget, du coup, plus on pense être flexible, parce qu'on dit, bon, si quelque chose arrive à la dernière minute, on a les ressources financières pour pouvoir acheter un nouvel écran ou je ne sais quoi. Alors que quand on a un plus petit budget, effectivement, il faut faire avec les moyens du bord, faire les choses plus en amont, parce qu'on sait qu'on aura moins de possibilités de se retourner. Et en fait, voilà, je pense que plus il y a de moyens, plus on est en mesure du coup de dépenser. Et la dépense, la consommation va à l'inverse de la sobriété, qui est vraiment centrale dans la circularité. C'est un très bon point. Oui, moi, je rejoins Sylvie et Alice là-dessus. Et je pense que quand on a peu de moyens, on peut développer des trésors d'ingéniosité et que l'intérêt, comme le disent Alice et Sylvie, c'est de pouvoir transformer cette éco-conception, alors sans doute pas subie à 100%, mais en tout cas, voilà, une éco-conception de circonstances en vraiment quelque chose qui fasse sens, qui soit un projet hyper partagé, hyper transversal. Et enfin, je pense qu'il n'y a pas de taille de musée, enfin, en tout cas, il n'y a pas de hiérarchie entre grands musées, petits musées. Enfin, c'est vraiment une manière de travailler qui peut être partagée à des échelles totalement identiques et qu'on peut s'inspirer les uns des autres et que sur un même territoire, des belles synergies peuvent aussi se développer entre établissements de tailles différentes. Enfin, nous, on le voit à l'échelle, alors municipale toujours, c'est un cadre qui est pratique pour ça, mais on peut collaborer avec de petits espaces d'expo ou de petites médiathèques de quartier qui présentent aussi des expositions et qui font qu'à un moment donné, notre mobilier scénographique voilà, a vocation à être réemployé, recyclé et à servir un projet plus général. Donc, je pense qu'il y a au-delà d'inspiration à trouver les uns auprès des autres, il y a des économies d'échelle à penser et à construire en fait. Non, merci. Alors, il y avait une question de Camille Duret au moment de votre intervention, Mélanie, sur le Palais des Beaux-Arts, qui se demandait si vous pouviez nous en dire plus sur la manière dont vous vous y prenez pour réutiliser 70% de la scénographie d'une exposition pour une autre. Donc, comment être sûr que le mobilier, les vitrines conviendront à la future exposition et ne vont pas trop contraindre le parcours? Et comment ça se passe avec les scénographes de cette exposition qui va être réutilisée sur une prochaine pour peut-être réalisée par d'autres scénographes? Donc, comment réutiliser en fait la scénographie? Alors, tout ça est en cours pour que juridiquement on soit effectivement dans les clous. La rotonde dont on voyait le schéma dans le PowerPoint, ça c'est conçu réellement comme un élément scénographique donc 220 mètres carrés qui va être
qui va potentiellement être démontable pour être réemployé. Donc là, le cadre est prévu pour cela. Après, dans notre salle d'exposition temporaire, on n'est pas sur une exposition, une scénographie qui sera très, très invasive. On est plutôt sur des espaces assez aérés qui sont déjà assez agiles. On a peu de vitrines ou de socles qui imposeraient que l'on reprenne, que l'on reprenne des œuvres, en tout cas que l'on réaccueille des œuvres qui soient contraintes par leur forme ou par leur taille. Donc, à ce stade, on pense qu'on peut aller jusqu'à 70%. L'exposition de l'année prochaine est en train d'être construite, les demandes de prêt sont en cours, donc après tout ça le canevas et le casse-brique va se mettre en place. Mais effectivement, si on est sur un grand geste architectural ou scénographique, au-delà de la prestation intellectuelle, il y a de toute façon une vraie complexité à pouvoir repenser un projet différent dans quelque chose qui a une identité très forte et très marquée. Là où on est vraiment sur un parcours assez souple et assez agile qui nous permet de nous projeter dans ce réemploi. D'accord, merci. Si je peux me permettre de compléter, parce que c'est effectivement l'enjeu de la réemployabilité des scénographies repose aussi là sur une collaboration entre les commissaires, les concepteurs, le fait que les concepteurs d'exposition, les fabricants de scénographie soient alertes sur ces questions et puissent anticiper réellement un démontage propre. On pense au démontage propre dès la conception, dès le début d'un projet. Et c'est ce qui va permettre de démonter rapidement et proprement et d'envisager un bon référencement justement des matières, des objets aussi, et leur potentiel de réemployabilité. Donc c'est vraiment, je discutais justement avec un concepteur ce matin qui commence réellement à penser à des modules modulables, des éléments modulables qui puissent servir même à plusieurs fonctions en fonction des besoins des expositions. Et là aussi, on a besoin de beaucoup de créativité et les designers, les concepteurs seront force de proposition, à mon avis, plus on les intégrera à l'idée qu'effectivement, il va falloir réemployer, et réutiliser et stocker avec facilité. D'accord, merci. Et, je ne sais pas si Alice, vous avez des choses à dire autrement. Non. Alors, il y a une nouvelle question de Christelle Lamour qui se demande, donc, bilan carbone global des musées. La part la plus importante n'est-elle pas générée par les déplacements des publics? Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, si ce sont les déplacements des publics qui génèrent donc la part la plus importante du bilan carbone. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là aussi. Qui se lance. Les questions pièges. Tu veux réagir, Mélanie? C'est moi que vous c'est moi que vous désignez comme victime. Oui, effectivement. Souvent, la question du déplacement des publics peut devenir une problématique. Enfin, en tout cas, on a vu ce type de débat fleurir dans la presse, hein, de toute façon, à la faveur de la crise et de nos musées fermés. Alors, je pense que cette question se pose dans des proportions différentes en fonction des musées. Typiquement, au Palais des Beaux-Arts, on a un public qui est avant tout régional, qui est aussi étranger, mais qui est plutôt nord-européen, donc qui se déplace a priori plutôt en train. Finalement, l'enjeu pour nous, il est de pouvoir assurer des mobilités douces et l'usage des transports collectifs pour nos publics les plus proches, ce qui n'est pas forcément une évidence.
je pense qu'on n'a pas les mêmes problèmes que des grands établissements parisiens voilà, qui sont dans la capitale, qui captent forcément un public touristique qui peut parfois venir de très loin et qui vont générer des bilans carbone beaucoup plus importants. Après, il y a eu ce débat aussi qui a été ouvert de moins faire venir ou moins accueillir. Enfin, en tout cas, le numérique serait-il une réponse à ces déplacements publics? Donc, montrer les œuvres virtuellement, c'est éviter que le public ne se déplace, mais c'est ouvrir une autre boîte de Pandore finalement. Donc, j'avoue que merci de m'avoir proposé de répondre en premier à cette question pour laquelle j'ai pas de réponse évidente. Et je pense que oui, mais enfin, se dire que le public devient un problème ou une problématique, c'est après l'année qu'on vient de passer, c'est juste trop difficile en fait. Enfin, les musées sont faits aussi pour qu'on accueille les publics, et c'est la question peut-être de l'accueil, de la transmission des œuvres, du rôle des musées qui se pose aussi derrière ça. Pourquoi on accueille les publics? Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur amène? Et du coup, l'impact, la question, le rapport de l'impact environnemental versus l'impact social et sociétal, du coup, en tout cas, il devient beaucoup plus intéressant de répondre à la question si on se demande ce qu'on propose et ce que l'on amène comme émotion et comme connaissance au public qu'on accueille, quoi. Non, mais c'est ça. Puis après, il y a des questions, effectivement. Enfin, les grands musées parisiens sont confrontés à des bilans carbone, des pourcentages qui sont liés au déplacement des visiteurs qui sont exorbitants. Enfin, c'est vraiment... Mais voilà, on peut pas... C'est pas non plus la norme. Et même si ça génère énormément de gaz à effet de serre, de venir voir une peinture à Paris depuis l'autre bout du monde, dans certains musées, ben voilà, c'est comme ça. Mais il y a surtout une... Bon, je pense qu'évidemment, il va y avoir une petite redistribution des cartes de tout ça maintenant. Et puis, ça veut dire qu'il faut travailler sur la mobilité des visiteurs. Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur propose même de très créatif? Je ne sais plus quel musée finlandais avait proposé, sur sa page Comment venir jusqu'à nous, un slow travel pour venir en train depuis n'importe quel pays européen. Ça peut aussi faire partie d'une initiation au train de nuit européen qui va aussi revoir le jour. Enfin, il y a là aussi, c'est une question de créativité et qu'est-ce qu'on propose en termes de mobilité. Je crois que Mélanie, vous parliez l'autre jour d'une collaboration entre le train et les transports en commun de la ville, et de proposer aux visiteurs d'avoir une espèce de combo qui permettent d'aller, d'une multiplicité de solutions qui permettent de venir en limitant son impact. Ça permettra aussi de diminuer tout ça, mais il faut le proposer. Ça veut dire que c'est une nouvelle aussi, c'est une forme de communication à adopter pour inciter et proposer et inspirer les visiteurs à venir et à comprendre leur impact aussi. Mais évidemment, on ne va pas se passer des musées, comme on ne va pas se passer des visiteurs, enfin des deux côtés. Je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un frein, et le numérique, on l'a bien vu aussi cette année, le numérique ne suffira jamais, même si voilà, ça permet de combler pendant un temps ou sur quelques exemples, mais on a besoin de ce contact avec l'art et la culture, et voilà, ça reste primordial. Puis je pense que la visite au musée n'est pas l'unique raison du déplacement quand on traverse le monde, et donc il serait un peu indélicat de faire porter au musée la pleine et entière responsabilité de ce bilan carbone, quoi.
Complètement, c'est ce Ouais. que j'allais dire aussi, c'était ma réponse. Je pense que ces chiffres peuvent être un peu biaisés, effectivement, dans le sens où je crois que c'était le Louvre qui avait calculé que son empreinte carbone venait à 99%. Il me semble que c'était une somme vraiment énorme des publics. Effectivement, malheureusement, je ne pense pas que les publics venant de l'étranger viennent seulement pour voir l'exposition et repartir juste après. Je pense que c'est dans une idée de venir en tant que touriste et ensuite de venir voir le musée. Mais je ne pense pas que ce soit la raison première de leur venue. Donc, effectivement, de faire porter tout ça sur le musée, c'est peut-être biaisé. Après l'année qu'on vient de passer, ce serait trop dur. Mais la créativité devra venir aussi du secteur touristique et des transports de l'aviation, enfin, en tout cas de l'avion, et puis au sein des territoires des organisateurs de transport. Enfin, en tout cas, on voit quand même il y a pas mal de choses qui se mettent en place, des communautés de covoiturage. Enfin, en tout cas, il y a des mobilités innovantes et agiles qui s'inventent déjà et qui peuvent se renforcer. Donc, c'est aussi notre comportement, c'est le comportement du visiteur aussi qu'on interroge finalement et du citoyen. Il y a notre responsabilité à nous, professionnels de la culture, et puis il y a forcément un dialogue à avoir avec les visiteurs. Et je pense que les musées peuvent faciliter aussi cette mobilité. Si on pense par exemple à une stratégie, on dirait OK, on va essayer d'augmenter la part du public qui viendrait par exemple par vélo. Bon, du coup, c'est cohérent et de bon sens de faire un parc à vélo en face du musée. Vous voyez, c'est le genre de petites choses qu'il faut quand même organiser pour aller dans le sens de cette mobilité-là. Oui, et je pense peut-être le rôle du musée, comme vous le disiez, c'est de proposer, de suggérer, en fait, de sensibiliser, de proposer des pistes. Bah, vous pouvez venir en train ou comme vous le faites, Alice. Alors, c'est pas exactement par rapport au transport du public, c'est plutôt au transport des œuvres, mais je trouvais ça très intéressant de le projet de filmer autour du voilier, en fait, et qu'à la fois c'est un transport qui est doux pour l'environnement et en même temps de se servir de ce support-là pour sensibiliser et créer une médiation en fait finalement autour d'un point de vue très technique qui est le transport des œuvres et auquel les non-initiés ne pensent même pas parce qu'ils ne connaissent pas, c'est la face un peu cachée des musées. Et c'est vrai que peut-être créer des médiations autour de cela, en sachant qu'on ne peut pas changer le monde depuis juste le musée. C'est certain que le tourisme de masse, etc., c'est d'autres problèmes, bien sûr, plus larges. Mais créer, oui, ces médiations à l'intérieur des musées, c'est intéressant. Et travailler même avec les institutions ou les collectivités. Moi, je le dis depuis le centre-ville de Lille, avec station de métro, gare, vélo en libre service à l'appui. Donc, c'est facile de pouvoir rejoindre finalement le Palais des Beaux-Arts en étant plutôt vertueux pour un musée qui est plus éloigné, avec qui est moins bien desservi en termes de transport collectif. Là aussi, les collectivités ont un rôle à jouer en proposant d'autres solutions sans doute aux citoyens et aux visiteurs. Et voilà, le covoiturage et autres mobilités un peu inventives et participatives peuvent être accompagnées par les territoires. Et les musées peuvent être aussi agitateurs d'idées ou en tout cas pourvoyeurs de solutions ou de bonnes idées. Oui. Juste pour finir, un petit exemple, parce que c'est vrai que donc, nous, à Villa Villa, en tant que résidence pour artistes qui souhaitent accueillir des participants, mais aussi du public, sur les différents programmes d'événements qu'on a, étant toujours en recherche de lieux, un des critères pour le lieu, c'est en fait d'être proche d'une gare, d'être proche d'une gare routière ou d'une gare de bus, pour justement proposer à nos visiteurs différentes manières de venir, et pas que d'être... parce que bon, c'est compliqué parce qu'on veut justement être vraiment isolé dans la campagne pour développer ce côté un peu rural. Mais du coup, ça pose le problème de comment les gens se rendent sur place. Du coup, d'essayer de trouver un bon équilibre entre étant vraiment en plein dans la nature, mais en même temps, on était proche de transport public. Je pense que c'est quelque chose qui se pense du coup juste à ce moment, quoi. Bien, mais merci à toutes les trois. Alors, je vois que l'heure est déjà, que la séance touche déjà à sa fin.
Donc je vous remercie sincèrement pour ces belles interventions très riches et voilà, il y avait encore, j'espère que vous ne serez pas trop frustrés parce qu'il y avait encore beaucoup de points à aborder, c'est certain, pour d'autres tables rondes. Et merci aux participants pour vos questions et votre écoute. Voilà, malgré ce format assez assez à distance. Et donc je vous remercie tous. Merci également à nos deux commissaires invités de vous avoir contactés et d'avoir mis en place ce cycle. Alors je vous donne rendez-vous le 29 juin pour la 3e séance du cycle qui s'intitulera Nature et planète, en parler, l'exposer, s'en inspirer, qui sera donc la 3e et dernière rencontre de ce cycle sur les musées à l'heure de l'urgence environnementale. Alors, vous pouvez vous inscrire ou trouver des informations sur le site internet de l'association Métis, métis-lab.com. Et vous pourrez revoir cette table ronde sur YouTube. On va faire une captation vidéo, donc elle sera mise en ligne. On fera un petit compte-rendu par écrit aussi, que vous pourrez trouver donc, sur notre site internet. Et vous pouvez nous trouver aussi donc, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, pour avoir plus d'informations autour de cette rencontre, de ce cycle, ou des autres cycles qui sont organisés par l'association. Donc voilà, je vous remercie encore tous les trois, très chaleureusement. Et merci aux participants pour leur écoute. Et au plaisir de vous retrouver pour d'autres rencontres métisses ou pour la 3e rencontre du cycle, bien sûr.